Merci beaucoup à Didier Wirth et à l'Institut européen des jardins de paysage de m'inviter ici, j'allais dire pour la seconde fois, parce que j'étais venu, je vais en parler un tout petit peu, il y a un peu plus de 3 ans de cela, vous parler donc d'une thèse qui a abouti depuis. Donc je vais évidemment évoquer le sujet Port-Royal des Champs, donc qui se situe dans les Yvelines, par rapport au contenu de recherche. Mais le sujet d'aujourd'hui, il est un peu plus large et vaste que ça. Alors c'est pour moi, je vous avouerai, c'est un petit peu comme ça que je voulais proposer. Je remercie bien l'Institut d'avoir accepté de m'exercer, de me lancer dans cet exercice un petit peu périlleux, je vous l'avouerai, de faire la synthèse alors bon, le sujet que je vous propose, c'est la question du jardin, du partage, bien sûr, avec le public et la dimension participative aussi, et derrière de la conscience patrimoniale par le jardin. Pour et surtout par le jardin. À partir donc de recherches, comme je vous l'ai dit, donc d'un travail doctoral en histoire, abouti il y a un peu plus d'1 an maintenant, et de 2 expériences de terrain du côté de Port-Royal des Champs, donc du Musée national de Port-Royal des Champs, et d'un ensemble d'acteurs associatifs qui œuvrent depuis voilà une vingtaine d'années maintenant, et aussi maintenant plus récemment, donc je travaille au Musée national de Port-Royal des Champs, non pas du côté de Jean Monnet. On est dans une collaboration étroite par rapport à une nouvelle initiative qu'on a fondée avec des collègues français et européens, pas que historiens, je vais vous l'évoquer aussi, d'une association qui est dédiée qui est très 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 récente, qui est dédiée au partage de ce jardin et dans toutes ses dimensions. Je vais essayer d'expliquer tout ça. Alors dans un temps, c'est vrai que je vais essayer de rester contraint dans ce qui est prévu, mais c'est sûr que je vais essayer aussi de bien décomposer ces 4 temps que je vous propose, parce que mine de rien, c'est pour mon cas personnel, mais aussi tous les collègues et les personnes qui s'investissent à différents titres dans ces expériences et dans ces recherches depuis une vingtaine d'années. Donc pour mon cas personnel, c'est un petit peu aussi une présentation inédite de ces différents volets de mon travail, depuis ces 18-19 dernières années. Donc c'est la question de fond, c'était un petit peu le motif indirect de ma question à mon collègue juste avant, c'est cette question de l'entité patrimoniale du jardin paysage. Vous voyez, je les lis, je vais vous dire pourquoi. Bien sûr, la dimension paysagère n'est pas forcément dans cette exception, mais c'est cette approche-là qui m'intéresse et que je vous propose aujourd'hui. Et comment ce jardin et ce jardin paysage, dans ce qu'il ouvre, comme a dit très bien l'intervenant juste avant moi, comment il ouvre aussi bien sûr ce jardin sur le paysage d'une certaine manière. Comment est-ce que c'est un espace médiateur des consciences patrimoniales très intéressant et comment est-ce qu'on le partage? Donc comment est-ce qu'on peut mettre en place une approche participative? Il y en a qui existent évidemment. Là je vous propose celle qu'on a essayée entre Port-Royal et maintenant Jean Monnet autour de cette approche. Alors tout d'abord un premier point sur une approche théorique recherche, donc qui va faire écho à ce que je vous avais présenté il y a 3 ans sur ce lieu de mémoire très particulier qui est Port-Royal des Champs, qui n'est pas, j'allais dire, estampillé, identifié sur la dimension du jardin a priori. Bon, c'est aussi l'intérêt de ma thèse et d'une thèse en général d'apporter un angle d'attaque et un angle d'approche inédit d'un sujet. Donc c'est bien ce que j'ai fait à Port-Royal, vous allez voir, sur cette approche du jardin et du paysage, donc bien sûr culturel. Dans un deuxième temps, ça va me donner l'occasion. Alors bien sûr, j'allais dire, il faudrait une conférence complète pour ça, et je vais essayer d'être le plus précis possible et forcément très synthétique. Une mise en perspective de l'histoire des jardins européens. Alors bien sûr, on pourrait accoler aussi la dimension indo-européenne. On va bien sûr l'évoquer. En tout cas, comment donc ce cas Port-Royal permet peut-être de questionner sur certains points un petit peu différemment l'histoire des jardins européens. Mais la question de monsieur juste avant, voilà, je vais y revenir, l'ouvrait déjà. Ensuite, de l'expérience donc des jardins patrimoniaux tels qu'on l'a mentionné. Bon, c'est aussi, je vais vous l'évoquer, des articles aussi pour la revue In situ du ministère de la Culture récemment et pour d'autres revues d'intérêt patrimonial. Donc, cette question des jardins patrimoniaux, même si elle n'est pas nouvelle, c'est cette idée que le jardin, alors c'est pas le jardin historique, c'est pas l'espace de conservation, de l'espace même conservatoire que peut être un jardin verger par exemple, même si à Port-Royal il y a un verger conservatoire historique. C'est un autre espace
espace intermédiaire, qui n'est pas non plus le jardin partagé comme on le dit bientôt, beaucoup maintenant dans d'autres domaines. C'est un jardin, j'allais dire, partagé, mais patrimonial. Donc c'est cette expérience des jardins d'utilité de Port-Royal-des-Champs que je vais vous évoquer dans un troisième temps. Et ensuite, la nouveauté, alors qui est très fraîche, que je vous propose ici, c'est cette démarche qui vient de naître du côté de la Maison-Musée Jean Monnet, également dans les Yvelines, de ce premier jardin citoyen européen tel qu'il a été évoqué. Alors, c'est une présentation, je vous l'ai dit, une synthèse assez inédite et qui est en fait exploratoire. Donc, j'allais dire contrairement à l'intervenant précédent, mais j'espère en complémentarité à ce qu'il vous a présenté finalement sur un grand programme, à grande échelle, sur de grands territoires. Je vous présente ici plutôt l'amont, c'est-à-dire l'aboutissement récent d'une recherche nouvelle sur un lieu particulier et des expériences, même si certaines ont déjà quelques retours et reculs, en tout cas, qui sont vraiment au démarrage d'une expérience collective peu connue et c'est l'occasion d'en parler ici aujourd'hui. Alors un petit rappel pour faire en tant qu'historien quand même le fil de l'histoire et des événements. Bon, je suis venu le 10 octobre 2015 ici vous parler, donc c'était ça la présentation Port-Royal-des-Champs, genèse d'une thébaïde au grand siècle. Donc le terme déjà était intéressant. Je vais pas vous refaire la conférence, même si je vais faire quand même quelques évocations synthétiques de la chose. La question de la thébaïde au grand siècle, on est bien sûr au siècle classique, au XVIIe siècle français, qui n'est pas un siècle anodin, bien sûr. Vous le savez bien pour l'histoire des jardins en France et en Europe. Et pour Port-Royal, c'est un petit peu, on va le voir ensuite, le contrepoint en fait, à la fois dans le temps et dans l'espace, d'un grand modèle qui est juste à côté de Port-Royal, c'est bien sûr le Grand Versailles. On va l'évoquer ensuite. Alors pour commencer, pour resituer, c'est vrai que visuellement, peut-être cette thèse, en tout cas, alors je tiens à le dire d'abord, avant tout, le démarrage de tout ce travail, en tout cas sur la partie scientifique et de recherche, démarre de l'école d'architecture de Versailles et donc de cette formation Jardin historique patrimoine paysage, qui est aussi affiliée à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Donc c'est un travail de longue haleine qui a abouti, parce qu'il y a eu d'autres choses entre temps, notamment bien sûr des fonctions à remplir aussi, notamment du côté du musée de Port-Royal. Donc cette thèse qui aboutit récemment sur ce titre Port-Royal-des-Champs au lieu de mémoire, étude des jardins et des paysages culturels. Donc l'orientation, encore une fois, c'est clairement comment est-ce qu'on re-questionne un lieu de mémoire comme Port-Royal par la porte du jardin et du paysage. Alors pour certains, on va en parler bien sûr, Port-Royal et en général et le jansénisme, c'est vrai que ça peut paraître presque saugrenu de le faire. Et alors c'était le but de la thèse de le tester, de l'étayer, et a priori c'est ce qui s'est passé, et donc de voir que finalement ça nous ouvre à d'autres questionnements, d'autres problématiques. Alors cette recherche, elle s'est faite et elle continue à se faire finalement dans d'autres prolongements, en articulation avec des laboratoires, notamment le laboratoire Pléiade de l'université Paris 13 Sorbonne Commu Sorbonne Paris Cité, et le centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines du côté de l'université de Versailles-Saint-Quentin Paris-Saclay. Alors je le mentionne en passant parce que c'est pas anodin bien sûr dans l'articulation que je vous propose aujourd'hui. Depuis peu, j'enseigne aussi en parallèle un corpus d'enseignement, un module sur les médiations des sciences culture nature à cette université, donc du côté de l'UFR des sciences de Versailles. Donc je rebondis avec la question de monsieur tout à l'heure, c'est bien sûr cette question de la relation de l'histoire et plus largement des sciences humaines avec les sciences du vivant que nous questionnons, et notamment dans cette forme de médiation que l'on peut développer à partir de là. Je vais vous montrer ensuite, bien sûr, concrètement comment on le fait. Alors le lieu, un regard quand même sur le lieu Port-Royal-des-Champs, en tout cas ce qu'il en reste, puisque M. Wirth a bien dit que ce lieu d'opposition, de résistance à la monarchie royale, et on pourrait dire, sans refaire l'histoire, on n'a bien sûr pas le temps aujourd'hui sur riche et complexe histoire du jansénisme et de Port-Royal, que ce lieu, pour dire simplement, a été identifié certes comme un lieu de résistance, accusé d'une hérésie qu'on appelle jansénisme, mais plus que ça, comme un lieu de résistance à la monarchie absolue en réalité.
Donc on sait que, alors c'est bien sûr Sévigné et Saint-Simon qui le disent, forcément qui n'étaient pas des grands amis de Louis XIV, mais Louis XIV aurait dit un jour encore ces messieurs. Alors il y a aussi des dames, bien sûr, il y a la vallée des dames, il y a aussi la partie messieurs dans les plateaux de ferme. Louis XIV aurait dit encore ces messieurs de Port-Royal, encore ces républicains, bien sûr, à prendre avec de grands guillemets, c'est bien sûr les mythes, les modèles de république antique, dans ce grand classicisme et sa passion de l'antique, évidemment, dont il est question. Donc c'est un lieu complexe qui questionne encore beaucoup et qu'on identifie d'abord, c'est vrai, comme haut lieu du jansénisme et de cette résistance, on va dire, politique et religieuse à la monarchie absolutiste française. Alors encore une fois, on va pas pouvoir rentrer dans les détails ici, c'est pas le sujet. Juste ce visuel pour vous donner les attendus du sujet, qui sont bien sûr l'origine de ce débat janséniste. Ça vient de ce fameux Corneille Janssen, Jansénus, évêque d'Ypres. On est du côté des Pays-Bas, espagnols à l'époque. Donc ce sont bien sûr les Habsbourg qui sont derrière, et c'est bien le problème par rapport aux enjeux géostratégiques vis-à-vis du royaume de France à cette époque, qui essaye justement de décloisonner l'emprise des Habsbourg, qui sont bien sûr en Espagne, mais aussi en Italie, mais qui sont aussi aux Pays-Bas et enfin, aux Provinces-Unies et sur le monde germanique aussi également. Donc bien sûr, l'enjeu stratégique, politique, il est pas anodin. Hein. Donc ce Jansénus, en tout cas Port-Royal, qui prend fait et cause et qui défend la vision théologique de Jansénus par rapport à ce livre, l'Augustinus, qui veut défendre la pureté de cette tradition augustinienne. Je n'irai pas plus loin, bien sûr, sur ces questions. Par contre, ce que je voudrais dire, alors là encore une fois, un tableau bien connu, qui est du côté de Los Angeles, de ces fameuses peintures de Philippe de Champaigne, qui est très proche de Port-Royal. Alors de là en faire un peintre de Port-Royal, c'est encore un autre débat d'histoire de l'art. Mais en tout cas, il prend fait et cause, comme Pascal d'ailleurs, à sa manière, pour le cénacle de Port-Royal et la vision du monde qu'il porte et qu'il défende. Et là, on a bien sûr cette vision de Saint-Augustin, encore une fois. À côté, alors j'insiste sur Champaigne parce que bien sûr, on le dit pas souvent, ça a été une partie de mon propre travail de thèse que je ne vais pas avoir le temps de développer ici aujourd'hui, j'en suis désolé. Mais par l'histoire de l'art, évidemment, le paysage, la lecture du paysage, ce n'est pas anodin. Et Philippe de Champaigne, il faut le rappeler, et c'est le cas de beaucoup de personnalités autour de Port-Royal, encore une fois, il est bruxellois, il est formé à l'école de peinture flamande, notamment par Fouquier. Et donc il y a un art du paysage chez Champaigne qui est très 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 haut niveau. Et qu'il ne faut pas oublier. Et donc qui a servi à une partie de mon travail sur, on va dire, l'axe en tout cas de lecture picturale, l'histoire de l'art de ma thèse. Je rentre pas plus dans les détails, il y aurait de magnifiques tableaux à montrer en galerie, c'est sûr, mais j'axe sur un deuxième point qui est ces confessions de Saint-Augustin, un monument de la littérature et de la pensée chrétienne latine qui est très important, et qui est la partie littérale, enfin une approche de tout le volet des paysages, du paysage littéral qui est associé au site de Port-Royal-des-Champs, et donc qui a été un autre volet important de la thèse. J'insiste parce que le traducteur, c'est Robert Arnaud d'Andy, et vous allez voir qu'on va en parler sur la dimension jardin très vite après. Il y a une circulation entre les textes, entre les images, et entre ce qui se passe sur le terrain, autour du site, hein, et en particulier le jardin, qui est beaucoup plus, et comme l'a dit M. Wirth, un espace finalement de représentation du pouvoir, dans sa dimension terrestre, et bien sûr pour Port-Royal, dans son exigence religieuse, dans sa dimension évidemment transcendante, évidemment. Alors, une des nouveautés que je n'ai pas inventées, hein, que je tire des collègues de l'université de Louvain, encore une fois, on est dans le secteur belge flamand, donc l'université de Louvain qui depuis déjà une vingtaine d'années a bien dit qu'il y avait une approche, une clé de lecture de la pensée de Saint-Augustin, hein, qui, je le rappelle, est le père de l'Église fondamentale, non seulement de l'Église, de l'héritage culturel médiéval, mais jusqu'au XVIIe siècle. Hein. Beaucoup d'auteurs, de chercheurs montrent bien d'ailleurs que l'enjeu fondamental du XVIIe siècle, et notamment, et particulièrement autour de Port-Royal, c'est ce basculement des mentalités, ce basculement, alors certains chercheurs comme Philippe Sellier en Sorbonne parlent d'un continent culturel englouti qui en fait disparaît, en tout cas, change d'influence, de poids sur les mentalités collectives à cette époque, et que c'est un basculement de société très important qui correspond sur plein d'autres domaines, et en particulier sur le domaine du scientifique et du rapport au vivant, qui correspond à un changement fondamental des mentalités.
spiritualité de ce XVIIe siècle français. Donc il y a toute une relecture de la pensée de Saint-Augustin, notamment par les confessions, sur des rapports au jardin. En réalité, les grandes étapes de la conversion intérieure de Saint-Augustin, là on est bien sûr sur le jardin spirituel, on est même par la suite, bon ça j'en parlerai après, sur des traditions d'Avilienne, on va voir. Donc c'est ces étapes de conversion qui font que le jardin est un espace de communication bien sûr avec le divin, mais si on le lit sur un plan anthropo-historique, qui est un espace en fait de véhicule de conscience bien sûr religieuse, mais aussi collective, et donc de véhicule d'un certain nombre de modèles. Notamment, alors il y en a plein de modèles, mais l'un des modèles que Port-Royal va reprendre et réactualiser dans son siècle, dans son époque, c'est le modèle de la villa champêtre de Cassiquiacum, qui en fait est le premier modèle d'académie champêtre. Donc là on est dans le monde de la campagne, qui regarde la ville et qui en réalité le retrait des sages, des philosophes, qui repensent le monde, en particulier dans le jardin et dans des lieux et dans des paysages qui sont structurés de manière très profonde sur de très vieilles traditions. Alors bien sûr, quand on parle de Saint-Augustin, ici en particulier, c'est un attendu, même si certains chercheurs comme Serge Briffaut ont bien dit que cette fameuse lecture paysagère de Pétrarque n'était pas la lecture originelle, mais peut-être la plus emblématique. Mais c'est cette fameuse, Pétrarque qui fait ses ascensions du Mont Ventoux, qui est dans cette sublimation du paysage, et en même temps dans ce retrait en disant, alors c'est bien sûr cette phrase, alors je vais prendre que la fin de la phrase, « Et les hommes vont admirer les cimes des monts, les vagues de la mer, le vaste cours des fleuves, le circuit de l'océan et le mouvement des astres, et ils s'oublient eux-mêmes. » Donc ce qui est très intéressant, alors ce que je veux, et ce qui est fondamental, ce qui m'a permis de comprendre, enfin j'espère en tout cas une partie de ce qui se joue autour du jardin et du paysage, bien sûr des sens sacrés sur le site de Port-Royal-des-Champs, c'est cette circulation entre l'intériorité et l'extériorité du jardin. On est bien sûr, si on prend un vocabulaire plus patrimonial, notamment celui de l'UNESCO, sur la question du patrimoine matériel du jardin, puisqu'il y en a un, et du patrimoine immatériel. Donc cette tension, elle est fondamentale. Elle traverse toute l'histoire de l'Europe et de l'Occident, on va dire bien avant. Donc c'est une clé de lecture qui m'a éminemment servi pour la recherche. Un petit regard sur Robert Arnaud d'Andilly, qui est la personnalité phare de ce groupe de Port-Royal, une de celles qui fixe l'attention, en particulier sur le plan des jardins. Alors c'est un poète, c'est un traducteur, vous l'avez compris, des textes anciens du christianisme, parce qu'il ne s'est pas arrêté à Saint-Augustin, il a traduit les Pères des déserts, il a traduit donc toute une vieille tradition et bien sûr Saint-Augustin également, qui nourrit en fait cette relation au jardin et au paysage. Alors un exemple d'ailleurs, je voulais le dire tout à l'heure, de jardinage spirituel qui est très impressionnant, c'est celui de la tradition de Thérèse d'Avila, la tradition d'Avilienne, qui est l'horizon et qui en fait explique donc comment jardiner, donc cette intériorité spirituelle, mais techniquement c'est très étonnant, on est sur vraiment des techniques de jardinage qui sont sur un plan, je voulais dire, intérieur, immatériel, et donc il y a une relation entre ce qui se passe intérieurement dans leur démarche, et là on est au fond de la démarche culturelle, anthropologique, et la manière dont ils le manifestent sur le terrain, avec un savoir-faire et avec technique qui est pour l'époque très avancée. Au passage, vous avez vu d'ailleurs des références aux républiques antiques. C'est bien sûr ces modèles culturels qui traversent l'Europe depuis très longtemps. Et là, on retrouve, là c'est le verger tel qu'il a été reconstitué par une opération du ministère de la Culture en lien avec la fondation Danone pour les fruits. Donc là, on est aux années 90, 1990 bien sûr. Donc ce verger qui a été reconstitué, alors partiellement parce que les traces à l'époque où les traités ne s'écrivaient pas encore, au tout début, on a finalement tout un corpus, mais qui est dilué, distillé. Ça a été tout le travail, le patient travail d'ailleurs de la recherche, de regrouper tous ces signes, toutes ces traces qui parlent du jardin Port-Royal, qu'on croyait pratiquement ne pas exister, mais à un moment donné, quand on y fait attention, elles étaient en réalité omniprésentes. Donc un tableau plus tardif qui évoque cette mondanité aussi, cette théâtralisation du jardin avec le pouvoir, ce courtisan qui vient de Versailles et qui est stupéfait de reconnaître dans l'habit d'un jardinier, alors j'allais dire d'un vulgaire jardinier domestique, en réalité donc c'est Pontchâteau, donc un des très 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 grands seigneurs de Sébastien Joseph Louis de Cambouis de Pontchâteau, qui était donc héritier des gouverneurs de Bretagne et qui se rabaissait à la condition de jardinier à cette époque. Alors, le rapport au jardin, il est aussi dans ces deux aspects. Donc, encore une fois, les références
mythique. Donc là, c'est la question des racines grecques, donc du travail du grec ancien, qui passe aussi par cette porte de la mémoire qu'on va évoquer sur d'autres plans tout à l'heure, et qui renvoie, c'est vrai, à des traces sur le site, même si elles sont indirectes. On a une récurrence de formes de référence qui circulent entre les textes, leurs ouvrages intellectuels de très haut niveau pour leur époque. J'ai encore croisé un helléniste récemment qui disait que cet ouvrage du Jardin des racines grecques était un moment fondamental de l'enseignement du grec en France. Alors de manière plus territorialisée, maintenant j'aimerais vous évoquer ce rapport, bien sûr, entre ces deux hauts lieux du grand siècle classique que sont Versailles et Port-Royal-des-Champs. Donc là, encore une fois, sur une approche plutôt anthropo-historique, c'est-à-dire qu'on est en réalité sur des lieux archétypes qui, bien sûr, dans la réalité, dans l'échelle territoriale, ont une forme, une matérialité très particulière et en réalité très complémentaire. Et donc là, moi, je l'ai lu, bien sûr, de ce côté-là, mais essayer de voir plus profondément ce que ça implique sur le plan des représentations collectives. Alors, je reprends notamment la phrase de François Walter qui parle dans un de ses ouvrages récents sur le plan d'une lecture des modèles européens, donc des figures paysagères de la nation. Comment certains lieux sont conçus et deviennent des entités comme ça, identitaires, culturelles, d'une collectivité nationale, en tout cas d'un groupe, d'un niveau de pouvoir différent. Donc là, c'est bien ce qui se joue entre Port-Royal. Il y a André Fréniaud qui l'évoque dans une phrase, une image littéraire qui est très évocatrice pour nous. Des herbes désordonnées de Port-Royal au tapis vert de Versailles, les deux versants d'un seul jardin français. Donc avec cette idée qu'on a à Port-Royal, juste sous les fenêtres de Versailles, le contrepoint, le contre-modèle qui bien sûr va gêner ce pouvoir royal, mais aussi bien sûr sur la partie polémique, théologique, politique, mais aussi et religieux, et bien sûr, mais aussi sur le plan finalement de l'entité du lieu et même la question du jardin dedans, même si elle est, vous allez voir, un peu plus complexe. Alors sur le plan du territoire, là on est sur une carte des années 1674. On a donc ce Versailles qui sort à peine de terre. On est encore au tout début du déploiement du Grand Versailles, sachant que bien sûr la fin des travaux c'est 1690, donc en tout cas le début de la fin des travaux, donc finalement c'est très tardif sur le XVIIe siècle. Cette image qu'on peut avoir du modèle, même si bien sûr c'est loin d'être le seul, et il est d'abord conçu comme la vitrine absolue de ce modèle. Et c'est toujours d'ailleurs ça qu'on essaye de remettre en perspective encore de nos jours. Et à côté vous avez la vallée de Port-Royal, donc dans son écrin, vous voyez, forestier. Et alors, le grand étonnement, alors là, je pourrais pas non plus aller dans le détail, on n'a pas le temps, mais on a autour de Port-Royal des chapelets de plusieurs sites qui sont en fait des lieux qui sont liés à la République des lettres et des savants de cette époque en France, mais pas que. C'est très étonnant de se rendre compte qu'on a, alors notamment, un exemple parmi d'autres, cette petite localité de Gomberville qui appartient à Marin Leroy de Gomberville, un des fondateurs de l'Académie des lettres, mais ce n'est pas Richelieu en 1634-35, et qui en réalité, l'Académie des françaises, telle qu'on l'appelle maintenant, passe entre 1635 et 1640 plusieurs séances à la campagne dans cette académie de Gomberville à côté de Port-Royal. Donc on a tout ce réseau d'intérêt des savants du grand siècle, en tout cas d'une partie qui se retrouve ici dans ce périmètre. Si on vient presque un demi-siècle plus tard, bien sûr le grand Versailles est déployé avec, on le reconnaît bien, le château au cœur de tout le dispositif, ses jardins et son parc. Et ensuite le grand parc, ce qui est beaucoup mieux connu maintenant par rapport à des travaux qui sont sortis ces dernières années. Mais ce grand parc qui est, alors on pourrait presque parler de cité-État, en tout cas de domaine réservé pour les bons plaisirs du roi, et juste à côté, encore une fois, Port-Royal qui se retrouve. Cette proximité-là territoriale explique beaucoup de choses aussi. D'ailleurs, on sait que Louis XIV a voulu annexer ces terres au sud pour étendre ce grand domaine du grand parc, pour des raisons notamment synégétiques évidemment. Alors là, je vais un peu vite. C'est vrai que, je vous dis encore une fois, c'est extrêmement périlleux pour moi de synthétiser cette recherche comme ça pour pouvoir vous parler aussi des opérations de terrain ensuite. Voilà, donc une galerie de portraits qui est incomplète, mais qui est déjà, j'espère, assez signifiante de voir. C'est Solitaire de Port-Royal. Là, on est sur la partie des messieurs. Bien sûr, il faudrait parler des moniales, des dames qui sont au cœur de l'abbatiale en réalité. Mais ce qui est intéressant pour notre sujet, c'est surtout l'installation de tous ces messieurs, ces savants, alors qui sont certes sur des engagements politiques
politiques et religieux très très haut placés, qui vont être ensuite identifiés au jansénisme, mais qui en réalité font partie, alors c'est comme ça que je le présente maintenant, Port-Royal comme la pointe religieuse de la République des lettres du XVIe siècle en France. Donc ça explique beaucoup de choses. Si on l'envisage comme ça explique pourquoi toutes ces personnalités sont des amis de Port-Royal, des amis soit d'Ernaud, soit du site de Port-Royal-des-Champs. La plupart y viennent. Alors, on pourrait commencer par Fabry du Peresque, qui a des amitiés anciennes avec Arnaud d'Andilly. On pourrait évoquer même Grotius, que j'ai pas évoqué ici, du côté de la Hollande. Alors, bien sûr, les personnalités plus connues, comme Blaise Pascal, bien sûr le petit Jean Racine, éduqué, vous voyez, là on a tout le XVIIe siècle, du début du premier XVIIe siècle jusqu'au XVIIe siècle, j'allais dire officialisé, institutionnel, académique, celui de la royauté Louis XIV évidemment. On a tout le XVIIe siècle en fait qui est en amitié avec Port-Royal. Alors plus ou moins distancié. Alors par exemple, des chercheurs ont montré il y a quelques années maintenant que La Fontaine a fait ses dernières œuvres connues. Jean de La Fontaine, le juge arbitre, l'Hospitalier et le Solitaire, en hommage au Solitaire de Port-Royal. Autre exemple, les Maximes de La Rochefoucauld sont écrites en lien épistolaire avec les messieurs de Port-Royal. Gassendi finit sa vie, alors là on est sur le plan scientifique, astronomique. Pierre Gassendi, le grand rival de Descartes, finit sa vie à côté de Port-Royal, chez les Habert de Montmaur, en Ménil-Saint-Denis. Et Huygens, un autre chercheur, a montré récemment aussi, c'est Jean Ménard de l'Institut, qui est décédé il y a peu malheureusement, qui avait montré il y a déjà quelques années que Huygens, dans ses premiers contacts avec la France, il arrive en France en fait par l'intermédiaire de Port-Royal, pour aller ensuite vers d'autres réseaux. Voilà, parce que c'est un réseau parmi d'autres évidemment. Donc on a un lieu, tout ça pour dire que c'est un lieu, et c'est aussi le propos, c'est que, et vous allez voir que c'est pas anodin par rapport à la mise en perspective que je vais vous proposer ensuite. C'est un lieu qui est au cœur de réseaux savants très importants, des réseaux bien sûr de pouvoir, des réseaux politiques, et que la façon d'incarner le lieu, de le construire en tant qu'entité presque mythologique, et que le jardin et le paysage sont au cœur du dispositif de cette construction collective, alors à la fois matérielle et immatérielle, mais j'allais même dire que pour eux ça commence dans l'immatériel. Enfin, j'allais vous presque dire que tout commence d'ailleurs au domaine de l'esprit finalement. Donc c'est vraiment cette idée que la matérialité, la partie visible, comme il dit, c'est que la partie émergée de l'iceberg, c'est que la fine apparence des choses. Et donc, ce qui est important, c'est l'invisible, c'est l'immatériel, comme on le dit maintenant. Donc, c'est ça la difficulté du sujet Port-Royal. Comment est-ce qu'on évalue, comment est-ce qu'on conçoit cette immatérialité qu'eux-mêmes, c'est ce qu'ils appellent le règne de l'invisible, bien sûr, avec des dimensions théologiques, voire mystiques dedans. Comment est-ce qu'on l'évalue, et qu'ensuite, comment est-ce qu'on en parle, C'est aussi toute la difficulté de l'exercice auquel je me prête ici maintenant. Voilà, donc c'est un lieu, vous voyez, qui est beaucoup plus complexe, avec cette épaisseur, non seulement du temps, mais des représentations collectives, des projections collectives sur le lieu qui est très important et qui se joue beaucoup dans le jardin. Alors, je me suis exercé, là on est sur une approche plus d'une évaluation ICOMOS et UNESCO de ce que pourrait être la qualification de ces paysages culturels. Alors c'est vrai que j'ai cette chance depuis peu aussi de faire partie de la section française de l'ICOMOS, et peut-être aussi par rapport à cette approche particulière de Port-Royal, peut-être de justement essayer d'aider à concevoir plus finement la dimension immatérielle en réalité des paysages culturels, et qui sont extrêmement prégnants sur certains lieux, en particulier Port-Royal-des-Champs. Il y a, ça pareil, je pourrais expliquer beaucoup plus en détail tous ces aspects, mais il y a plusieurs strates, plusieurs niveaux de paysages culturels autour de Port-Royal, des paysages que j'appelle même certains paysages mémoriels. On a toute une tradition, par exemple, mnémonique chez Saint-Augustin, qui en fait construit la représentation de l'intérieur, la projection collective sur le paysage. C'est tout un art qui part, c'est vrai, de tradition spirituelle, mais en réalité qui conditionne les regards, notamment de ces grands lettrés et savants, donc qui conditionne le regard sur les lieux, sur les jardins, bien sûr en particulier. Donc on a différents niveaux, notamment de paysages mémoriels du christianisme, qui sont très intéressants à Port-Royal, qui ne sont pas uniques, bien sûr, spécifiques à Port-Royal. C'est finalement l'agencement de ces références qui est très particulier à Port-Royal. On a bien sûr ce que certains géographes appellent l'écoumène, en tout cas on a un paysage naturel, en tout cas un existant topographique, géographique très intéressant préalablement à Port-Royal. Et on a ensuite quelques regards donc sur ces paysages qui circulent entre la peinture, les écrits et bien sûr le terrain.
Donc paysage horticole et agronomique du grand siècle, on l'a évoqué tout à l'heure très succinctement, c'est vrai. Donc ce qui serait un autre modèle, en tout cas une variation du paysage classique tel qu'on a l'habitude de le concevoir du côté, j'allais dire, du Grand Versailles en tout cas. Et donc ces paysages du classicisme qui renvoient à l'école picturale de Champaigne, qui est de plus en plus considérée au fil des expositions depuis ces dernières décennies, depuis Lille jusqu'au musée de Port-Royal, bien sûr. La partie paysagiste de l'art de Champaigne est quand même très intéressante et pas encore assez valorisée, et elle impacte directement le cycle de Port-Royal puisqu'il a représenté Port-Royal à plusieurs reprises. Donc les paysages raciniens, là on est plutôt sur la littérature, puisqu'il a ses premiers poèmes connus de Racine évoquent les paysages de Port-Royal des Champs. Et pascalien, c'est déjà beaucoup plus complexe, on est sur quelque chose qu'on peut suivre aussi, et cette idée d'une campagne savante, telle qu'on l'a Académie champêtre du XVIIe siècle. Ensuite, on est sur des lieux tellement chargés, tellement investis de représentation dans toutes les dimensions, forcément ont un impact encore plus s'il y a destruction, s'il y a acte traumatique qui crée finalement la martyrologie, mais aussi la partie mythique ensuite de ce lieu. On a comme tout lieu finalement, mais là avec une charge, j'allais dire, émotionnelle, mémorielle très forte à Port-Royal, on a des projections, des réinterprétations permanentes de ce paysage qui devient mythique. Donc alors il y a toute une veine que j'ai moi-même découverte, même si j'en avais l'intuition, de relecture de paysages mémoriels qui sont de type révolutionnaire et républicain. Ça commence avec l'abbé Grégoire que vous avez vu passer tout à l'heure, qui est vraiment un pèlerin de Port-Royal, qui a des choses très étonnantes du côté de Port-Royal, notamment des textes où il les herborise dans la vallée de Port-Royal en méditant l'avenir de la nation. Vous voyez toute une vision transposition de ces lieux qui véhiculent, qui sont des points forts donc de l'histoire et de la mémoire collective. Donc voilà, c'est un lieu très étonnant pour ça. D'autres chercheurs ont montré qu'Anatole France évoquait Port-Royal comme une dimension de la sacralité nationale. Vous voyez, donc il y a tout un pan de la recherche croisée qu'on n'a pas finalement encore fini de retricoter, et qui fait bien sûr que le paysage de Port-Royal acquiert par là une dimension, j'oserais pas dire, vous voyez, je n'ose pas le dire parce qu'on n'est pas dans un cadre UNESCO à Port-Royal. Alors même si selon moi, alors ça c'est une des conclusions de mon travail, c'est qu'il y a, en tout cas sur le plan de la réflexion, sur le plan d'un classement c'est beaucoup plus complexe évidemment, et il y a bien d'autres niveaux, mais en tout cas sur le plan scientifique, c'est un cas très intéressant Port-Royal d'intégrer cette dimension immatérielle du paysage culturel. Alors les conclusions, là je vais quand même aller assez vite parce que je vois déjà que forcément la thèse est un petit peu débordée. Donc c'était une entité, c'est ce que je vous ai dit déjà, sur le plan français européen, une entité patrimoniale finalement à re-questionner sur plus largement, et qui permettent aussi plus largement de peut-être revaloriser tout l'apport monastique et primitif et rural finalement du monde rural dans l'histoire même du paysage. Alors parce que c'est vrai qu'on évoque les grands domaines aristocratiques, seigneuriaux, royaux et princiers qui sont aussi ce fil d'histoire de l'art et de l'architecture des jardins des paysages, et en même temps finalement il y a toujours cette dimension rurale qui peut faire écho à d'autres démarches autour du jardin, qui finalement peut-être ressort du côté de Port-Royal, qui revendique cette ruralité, cette rusticité-là. Et donc le jardin paysage, donc comme un élément très intéressant à travailler de médiation de la mémoire collective. C'était aussi le sens de ma question tout à l'heure. Le jardin n'est pas, pour certains jardins, bien sûr pas tous, ne sont pas que l'apparat du bâti, ne sont pas que l'espace même il y a quelque chose sur le plan de la mémoire qui est très intéressant sur cet espace du jardin. Là, je vais aller très vite sur cette mise en perspective, je suis désolé, mais c'est vrai que ça questionne un petit peu ce rapport culture-nature dans l'histoire du jardin et du paysage européen. Alors, c'est encore une fois en forme d'essai, des choses que je commence un petit peu à écrire et avec d'autres collègues sur différents plans. Et donc, ce rapport, alors même s'il est très, très là, encore une fois, très simplifié, donc c'est cette dimension du jardin-paysage artialisé, en tout cas esthétisé, et d'un rapport plus sauvage à une dimension naturelle et écologique du jardin et du paysage. On voit bien qu'on a des approches qui tentent depuis de différentes manières, à notre époque en particulier, de trouver une articulation entre tout ça, voire une harmonie. Alors, je pose une question qui était, alors le monsieur tout à l'heure dans sa question, c'était ça qu'il évoquait en préalable. Alors c'est une question que je pose à beaucoup de collègues très très régulièrement, et même si d'ailleurs dans les questions c'est aussi, même si j'ai pas la prétention, je ne suis qu'historien moderniste, j'ai pas la prétention d'aller beaucoup plus loin que ça, mais c'est vrai que sur le plan de la problématique, la question du jardin en néolithique, c'est quand même une question qui est assez peu étayée étrangement. Et alors le monsieur tout à l'heure l'évoquait, c'est vrai que alors ceux qui l'ont travaillé
montre bien que c'est un espace d'expérimentation, d'acclimatation du vivant au plus proche de l'habitat. Là, on voit bien qu'on est sur un plan d'un potager, d'un jardin. Bon, ça, c'est une simulation, reconstitution d'un parc archéologique, qui est en partie fantasmé, mais qui part de certains résultats de l'archéologie, et avec un jardin plus proche de l'habitat, qui serait plutôt le fameux jardin des aromatiques et des plantes thérapeutiques, avec ses propriétés qui sont celles, bien sûr, de cette pharmacie à ciel ouvert, à proximité de l'habitat. Donc, il y a une place du jardin dans l'histoire de l'habitat humain depuis de très longues périodes, qui est encore un champ de recherche qui est loin d'avoir été exploré. Je le pose. Alors là, encore une fois, ce sont des grandes projections qui sont complètement fantasmées. Là, on est sur des imaginaires très, très informatiques contemporains. Donc, ces jardins matriciels qui sont, alors là, on est sur l'autre pendant, évidemment, de ces lieux de grandes techniques technologiques que sont ces jardins en terrasse, ces jardins suspendus, bon, bien sûr, qui sont complètement mythiques, Babylone, puisque l'archéologie en tout cas, tend à dire que c'était pas à Babylone que ça se passait, peut-être à Ninive, vous voyez, comme cette tablette le laisserait penser. En tout cas, qu'on est, comme tout mythe, finalement, derrière le mythe, il y a une pratique de terrain qui est installée et qui fait que le jardin est un espace clé, non seulement, bien sûr, de la représentation du pouvoir, mais là, encore une fois, je n'appuie que des évidences bien connues ici pour cet institut, mais aussi un lieu de technique très, très important, donc un lieu du monde du savoir. Alors, bien sûr, la représentation du paradis terrestre, elle est attendue dans l'héritage européen. Bon, ça aussi, on le retrouve, on pourrait en dire beaucoup, on le retrouve dans le monde monastique. C'est là aussi que Port-Royal, bien sûr, trouve ses liens. On le retrouve bien sûr dans des pans entiers de l'histoire de l'art européen. Et là, encore une fois, je vais aller assez vite. De Jérôme Bosch, bien sûr, voilà, toutes les grandes traditions de la peinture, jusqu'à bien sûr des périodes modernes. Et donc, j'en viens à cette idée du paradeisos, du jardin grec, qu'on retrouve encore une fois également dans une richesse extraordinaire de références, notamment, alors, cette référence, bon, ça c'est une des rares études fouillées qui existent sur la question, bizarrement, donc cette notion du paradeisos dans l'Antiquité, et on est bien sûr dans des références très 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 anciennes, depuis les mythes sumériens d'Atrahasis, de Gilgamesh évidemment, les légendes des jardins suspendus de Babylone, les jardins homériques de Calypso et d'Alkinoos, les jardins d'Académos, de l'académie, de platonicienne, l'école d'Épicure évidemment, l'école du jardin, voilà, on pourrait continuer comme ça. On est vraiment sur un espace structurant. Là, c'est plutôt l'approche anthropologique qui le dit, structurant vraiment des modèles collectifs et des modèles de société. Bien sûr, on le sait ici en particulier et dans l'art du jardin en général, que le jardin est un espace de représentation très important, mais peut-être que sur la dimension anthropologique, on n'a pas tout à fait pris la mesure de ce qu'il implique et de ce qu'il permet sur ce travail des consciences collectives et bien sûr patrimoniales, puisque c'est son rôle depuis très longtemps. Alors, là, encore une fois, je vais passer vite, j'en suis désolé, sur la partie antique, et bien sûr la Villa d'Adrien, qui sont aussi ces grandes représentations de lieux où, finalement, on parlait de collection tout à l'heure, on collectionne l'art, la nature et les choses extraordinaires qui font partie donc de ce rapport de l'homme au monde. Donc là, on le retrouve, et c'est là-dessus que je vais peut-être plus m'arrêter, sur ces jardins humanistes, ces jardins de savoir, et en particulier le jardin botanique de Padoue, puisqu'on est typiquement dans cette représentation d'un lieu où non seulement, bon là bien sûr sur des visions plus tardives malheureusement, mais on a ces représentations du monde qui se traduit sur un plan des savoirs, donc un lieu, et là encore, là on aura une référence UNESCO pour le coup, puisque le jardin de Padoue, alors c'est vrai que les termes, ils sont très intéressants ces termes, parce que le jardin de Padoue c'est bien sûr un moment très important. On a l'habitude, c'est vrai, de voir plus mis en avant des jardins, j'allais dire d'agrément, d'apparat, de pouvoir clairement conçus comme ça. Là, ce qui est intéressant, c'est le jardin du savoir, donc la tradition humaniste, notamment autour de ces grandes premières facultés de médecine et d'autres domaines qui se construisent autour de ces jardins. Et le jardin de Padoue est à l'origine de tous les jardins botaniques du monde et représente le berceau de la science, des échanges scientifiques et de la compréhension des relations entre la nature et la culture. Donc ça, c'est le motif d'inscription énoncé par l'UNESCO sur ce jardin. Donc on est vraiment sur un lieu de savoir, qui pour ça est très intéressant. Une autre référence, parmi d'autres, qui est moins connue, c'est celle encore une fois de Pétrarque, non pas de cette vision des paysages, mais de ces jardins provençaux de l'Hélicon, du côté donc de Fontaine de Vaucluse, qui encore une fois avait deux jardins. Le jardin domestique, près de l'habitat, avec la vigne, dédié à Bacchus, et avec le côté bien sûr potager et verger qui allait avec, et l'autre jardin, le jardin sauvage, qui lui était dans les falaises, en tout cas quelque part du côté de ce fameux gouffre
gouffre naturel impressionnant de cette région de Provence, et avec un jardin dédié à Apollon. Donc on est vraiment sur une esthétique sacrée de la nature, et sa tradition donc du jardin sauvage en réalité, qui fait partie aussi de ces traditions. Bien sûr, on pourrait le décliner sur le plan des jardins d'ermites, et donc la tradition érémitique des jardins sauvages, avec à chaque fois, c'est vrai, une vision, une transcendance, alors une fermeture. Là, on est sur un tableau qui reprend cette idée finalement d'un paysage qui devient orthos conclusus, qui se referme sur lui-même. Bien sûr, les préalables religieux bibliques sont très forts dedans. Voilà, ce sont quelques regards que je vous offre ici. Bien sûr, c'est tellement incomplet que voilà, c'était juste pour vous remettre dans cette idée que le jardin, même si chaque géographie, chaque temps historique et des lieux comme ça, comme Versailles évidemment, ont été représentatifs d'une certaine idéal de réalisation. On est vraiment sur une tradition anthropo-historique vraiment profonde, en particulier sur l'héritage européen. Bon, là, le Versailles extrapolé sur le territoire, moi je peux pas m'empêcher d'y voir, je vous avouerai, mais ce n'est que ma réaction et que mon avis, mais d'y voir un jardin suspendu, vous voyez, mais terrassé bien sûr à une très très grande échelle, planifié sur le territoire. Alors je reviens encore une fois à ces deux versants de Port-Royal et de Versailles, justement pour revenir sur la suite qui est, alors là encore une fois on pourra à peine l'effleurer, en tout cas cette relation de la nature dans la culture du jardin, qui est une exploration qui varie, qui est une variante avec différents niveaux d'interprétation qu'on retrouve, et notamment bien sûr là on est sur, je crois, une communication qui a eu lieu ici il y a quelques années, également sur William Robinson et le fameux Wild Garden. Donc cette tradition cette proposition du jardin dans le jardin anglais, dans la tradition anglaise du jardin, cet art de paysager la nature, mais qui est un jardin techniquement aussi très élaboré, aussi d'intégrer cette dimension du sauvage et du naturel, qui est en fait une dimension complètement inventée, évidemment anthropisée. Alors là, il y a eu un petit j'extrapole un petit peu, c'est pour la mise en perspective et sur l'importance des jardins botaniques à notre époque. Vous allez voir pourquoi. Et donc, ces jardins futuristes-là, on est à Singapour, c'est peut-être pas le plus signifiant pour nous. Peut-être du côté de l'Angleterre, de l'Eden Project, qui est très étonnant, même si on est sur quelque chose qui ressort peut-être du cadre strictement historique du jardin. On est sur quelque chose qui est de l'ordre presque par moment du parc d'attractions, mais avec une vraie démarche de médiation culture-nature aussi dedans. Et une rêverie, alors c'est très étonnant, c'est l'Eden futuriste, l'Eden Project, hein, c'est quelque chose de très étonnant. En tout cas, cette idée, là j'en viens surtout alors, à quelqu'un bien sûr qui est venu ici, Gilles Clément, et beaucoup d'autres personnes qui évoquent cette question du jardin planétaire, c'est-à-dire l'idée que le jardin, qui fait partie bien sûr de la force de la proposition de Gilles Clément depuis maintenant pas mal de temps, que l'homme est jardinier de la nature. En tout cas, que le jardin est un espace très intéressant pour travailler la conscience collective, pour permettre peut-être de concevoir par rapport à des problématiques globales, évidemment environnementales, mais pas que, mais qui sont aussi sociales et culturelles, d'envisager peut-être d'autres pistes de développement. Donc c'est vrai que ce jardin planétaire, tel qu'il l'avait présenté à la Villette au début du XXIe siècle, ce jardin planétaire, a quelque chose, vous voyez, d'une réflexion. Alors là, c'est vrai qu'on bascule un peu sur le plan, j'espère pas que philosophique, parce que c'est une réalité aussi. Sur un plan mondial planétaire, cette graine de planète jardinier. Je fais un petit peu de lyrisme, je l'avoue. En tout cas, cette idée que le niveau d'impact, d'influence de l'homme à l'échelle planétaire fait que peut-être la conscience du jardinier peut avoir quelque chose d'intéressant à cultiver dans cette approche. Alors plus concrètement, certaines études, notamment sur les jardins botaniques, évoquent l'importance grandissante que représentent ces jardins, en particulier botaniques, mais c'est le cas finalement de tout jardin, qui est un lieu de collection, d'inventaire, de conservation du vivant et d'hybridation encore, bien sûr. Donc, un tiers de la biodiversité végétale mondiale se trouve actuellement dans les jardins. C'était un quart il y a à peine une vingtaine d'années. Donc, on est dans un mouvement croissant qui a tendance à s'accélérer a priori. Donc, avec cette problématique du jardin qui est essentielle en réalité. Et l'idée, c'est que finalement, l'histoire européenne est très intéressante pour travailler cette matière-là. Alors là, j'en reviens au concret. Alors des choses qui vont paraître un petit peu éloignées. Donc les expériences qu'on a fait. Alors bien sûr, ce que je vous ai évoqué précédemment, la partie recherche, la partie aussi
mise en perspective très générale, hein, je l'avoue, fait partie en fait des contenus, en tout cas une partie des contenus qu'on met en partage et avec d'autres. Hein. J'ai pas la prétention dans nos collaborations avec les collègues qui soient archéologues ou ingénieurs écologues ou autres de représenter tout le seul discours sur cette question. En tout cas, on essaye de faire en sorte qu'au-delà de l'acte jardinien lui-même qui est essentiel, de voir tout ce que ça implique et tout ce que ça permet sur le plan du travail sur l'histoire collective et sur un certain nombre de transmissions et de médiations. Donc l'expérience, c'était Port-Royal-des-Champs. C'était comment ces petits jardins de Port-Royal-des-Champs, en réalité, peuvent être un lieu pour parler du lieu de mémoire et de son histoire qui est très, très efficient, très efficace. Et qui permet non seulement d'en parler, mais d'impliquer et donc c'est la dynamique associative qui est née depuis ces années 2006 et qui est encore d'actualité actuellement. Donc on est encore une fois sur des jardins intermédiaires, sur des espaces patrimoniaux qui évoquent, qui interprètent, qui inventent par moments, mais qui partent toujours, et ça c'est l'historien bien sûr qui veille là-dessus, qui partent toujours d'une vraie imprégnation sur l'histoire du lieu, au bon niveau vis-à-vis du public concerné, avec un niveau aussi, bien sûr, une possibilité d'évolution. Donc ça, c'est un des tout premiers jardins qu'on a créé, alors qu'il était encore très expérimental à l'époque. On est entre 2001 et 2003, donc avec l'Institut national Marcel Rivière, donc l'Institut psychiatrique, donc ce jardin thérapie tel qu'on l'avait expliqué. Et l'idée, c'était vraiment que les patients, en fait, non seulement sortent de l'institution psychiatrique, non seulement, pas que les patients d'ailleurs, les encadrants aussi, les médecins et les infirmiers qui étaient avec nous, sortir de cette forme de clôture qui par moment est enfermante, hein, et sortir et venir dans un lieu qui est bien sûr un lieu de culture, un lieu de nature et un lieu où on peut contribuer, alors même à petite échelle, même sur des choses très symboliques. Là, on est sur quelque chose de très rustique, contribuer à évoquer ce qu'a été l'existence du jardin Port-Royal autrefois, qu'on a en grande partie perdu en réalité. Hein. Alors sur des espaces qui sont bien sûr pas des espaces historiques, hein, des espaces environnants, pas directement dans l'espace historique. Donc il y a eu un bilan qui a été fait pour la Fondation de France sur cette expérience en 2006. Donc cette idée que cette démarche interprétative active est une façon finalement de jardiner la mémoire d'une manière alors subtile, alors en croisant plusieurs approches. On est sur du culturel, il y a des acteurs sociaux aussi, médicaux, je vous l'ai dit, sur le plan de l'Institut Marcel Rivière, et aussi une approche environnementale, notamment ici c'était avec le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse, puisque c'est sur le périmètre. Donc on a eu sur 5 ans, ça c'est la partie en tout cas démarrage de ces projets, on a eu près de 2000 personnes qui ont été associées de manière très très concrète à cette création-là. Alors à différents titres, je vais vous présenter alors assez rapidement quand même le dispositif qu'on est en train de transposer sur un autre plan, je vais vous en parler après. Alors il y a une synthèse là-dessus, c'est vrai, qui apparaît sur la revue In Situ, la revue des patrimoines du ministère de la Culture, sur ces jardins collectifs de l'histoire. Donc comment est-ce que ces espaces intermédiaires permettent d'aller un peu plus loin peut-être qu'un discours de visite. Hein. On est bien sûr là, on s'adresse pas pas directement en tout cas à la dimension touristique, à la dimension de visite, des flux de visite. On est vraiment sur un travail en profondeur, dans le temps et dans l'espace bien sûr, d'un public, c'est vrai, cœur de public sur le site, mais qui peut toucher quand même de proche en proche beaucoup de monde. C'est le fameux bouche à oreille peut-être dont monsieur parlait tout à l'heure, cette idée que aussi, et c'est la vocation d'ailleurs de toute démarche associative, il y a une forme de rencontre, de passion qui se fait entre une personne et des personnes et un lieu d'histoire et de mémoire et un jardin a fortiori, comme l'a dit monsieur tout à l'heure, un jardin qui favorise beaucoup ces rencontres-là. Donc la méthode, elle est immersive, elle est participative, donc c'est plusieurs étapes, une immersion patrimoniale, une exploration du lieu, on prend le temps, c'est ça aussi le jardin, c'est un autre rapport au temps, hein, qui est celui bien sûr du vivant, mais aussi le temps, non seulement personnel, collectif, mais aussi le temps historique. Et c'est aussi ça qui est intéressant à travailler dans le jardin. Et donc des promenades, un travail documentaire, donc on est bien sûr dans cette circulation, encore une fois, entre le texte, entre l'image, et entre la représentation qu'on va en faire, et la manière dont on va construire cette représentation, et là, de la manière la plus participative possible. Bien sûr, c'est un savoir-faire, en
entre la médiation, coordination, qu'on travaille encore en réalité. Bien sûr, dès qu'on est dans ces niveaux de complexité-là et de partage, ce sont des choses qui ne se font pas toutes seules. Et donc, il faut à la fois savoir accompagner, savoir écouter, mais aussi savoir orienter quand il faut. Les étapes ensuite de mise en œuvre collective, là où je précise par contre, parce qu'on a des paysagistes, des jardiniers qui nous accompagnent, je le précise bien clairement, on ne fait surtout pas le travail ni d'architecte, ni de paysagiste, ni d'autres structures. On est sur quelque chose de très particulier, qui est un espace particulier, qui est pas très grand d'ailleurs en soi, qui est un espace de participatif du jardin. Donc on est vraiment sur une modalité très particulière d'intervention. Et bien sûr la partie ensuite réalisation et inauguration, animation du jardin. Alors, pour vous situer un petit peu ce qui se passe sur le site de Port-Royal-des-Champs, c'est qu'on a bien sûr, depuis ces tout premiers jardins qui se sont réalisés ici, dans l'espace, l'arrière-cour de ferme, on a bien sûr l'espace historique qui est ici, c'est le verger historique des solitaires, que je vous ai évoqué, c'est vrai un peu vite tout à l'heure, mais qui est un espace important de l'histoire horticole française, qui préfigure en réalité le potager du roi et d'autres jardins royaux un demi-siècle plus tard. Et vous avez donc d'autres petits jardins qui sont des espaces finalement de médiation qui permettent de travailler ces contenus, ce terreau, j'allais dire, patrimonial là. Et pas seulement, vous l'avez compris, au-delà du jardin lui-même, c'est l'histoire même du lieu qu'on essaye de travailler. Alors là, j'en viens au quatrième point. Qui est beaucoup plus récent, qui est, j'allais dire, encore plus expérimental. Et donc, la création de cette association Paradiso Jardins Européens avec plusieurs collègues en début d'année. Donc c'est très récent. Et cette volonté d'élargir la démarche, en tout cas de la tester à un autre niveau. Donc là, c'est sur la maison musée Jean Monnet. Donc cette association Paradiso Jardins Européens teste en fait ce dispositif en lien bien sûr avec il y avait eu un premier dossier de préfiguration de cette structure qui avait été fait dans une agence européenne il y a déjà plus de dizaines d'années et donc cette association, donc c'est vrai qu'il y a un tout petit décalage c'est pas grave, elle a ce but aussi de développer ces jardins patrimoniaux sur un plan participatif. Alors encore une fois, ça je vous l'ai dit, c'est une démarche participative, donc c'est utiliser le jardin comme espace de valorisation patrimoniale, mais pas que destiné au jardin, pour élargir cette médiation-là, alors qui se veut forcément interdisciplinaire, et même intersectorielle en tout cas. C'est l'objectif de croiser les approches donc entre bien sûr des jardiniers, des paysagistes, des historiens, des archéologues quand il y a besoin, suivant les sites évidemment, avec des ingénieurs écologues aussi, des docteurs en pharmacie, herboristes qui nous accompagnent, donc ça c'est la dimension du rapport à la plante, et finalement et des botanistes aussi, donc de voir que dans le jardin, bien sûr, les plantes aussi sont des véhicules de l'histoire collective, et c'est même assez fascinant de voir à quel point l'histoire des plantes renvoie à des pans entiers de l'histoire collective. Voilà, donc un lieu de ce que nous on appelle le troisième lieu culture-nature. Donc c'est la référence à la notion des bibliothèques, du fameux troisième lieu, un espace finalement qui favorise les rencontres et les démarches croisées. Et là, sur des problématiques, c'est vrai, plus territoriales actuelles, ce que certains appellent maintenant, sur différents plans, notamment les agendas 21 et d'autres choses, les dynamiques socio-écosystémiques sur le territoire. Donc un espace, bien sûr, à taille humaine, à petite échelle, mais qui permettent de travailler aussi cet ancrage-là. Et c'est un petit peu notre approche, c'est-à-dire que le jardin, dans un lieu de mémoire, bien sûr en rapport avec le bâti, bien sûr en rapport avec les éléments de l'environnement et du paysage environnant, permet en fait de travailler et est assez malléable. Et finalement, le jardin, plus que d'autres choses, permet finalement que chacun puisse le côté jardinage a un côté assez accessible pour beaucoup. Alors le projet Jean Monnet, il a été de la maison musée Jean Monnet, il a été soutenu par le parc naturel régional de l'Haute-Vallée de Chevreuse, la DRAC Île-de-France et l'association Jean Monnet, sur le site en fait qui appartient au Parlement européen. Alors l'idée, alors là encore une fois, ça part bien sûr de recherche sur le site en collaboration avec les commanditaires et les propriétaires, le site hôte. C'est vraiment partir d'un contenu historique patrimonial le plus approfondi possible et voir comment est-ce qu'on le met en partage en réalité avec le public de manière active. Donc c'est tout un travail de préparation et c'est vrai que là l'idée forcément sur Jean Monnet c'était d'aborder l'histoire européenne par la porte du jardin qui est peut-être une porte plus souple que d'autres.
et plus grand public, comme disait monsieur sur d'autres points tout à l'heure, sur le Val-de-Loire. Et donc l'idée, c'était l'intimité d'un paysage culturel européen. Alors on pourrait parler de l'histoire de cette maison musée Jean Monnet, qui est un petit site, mais qui est très touchant, et avec dans sa vallée, de cette chaumière en réalité, qui avait un jardin qui a disparu. Alors c'était ça l'enjeu, c'est-à-dire quand on relit les textes de Jean Monnet, surtout les mémoires sur la fin de sa vie, et quand on voit aussi la présence des tableaux de sa femme, Madame Monnet italienne, Sylvia Monnet, on voit que le jardin était là. Le jardin était là, il était présent, sauf qu'il n'existe plus. Enfin, il n'existait plus. Et donc, on s'est dit, on va proposer de recréer. Alors, sachant que le jardin tel qu'il était, on a très peu d'éléments pour le reconstituer valablement. Et en plus, il y a un centre de séminaire européen maintenant qui est posé au milieu de l'emplacement de l'ancien jardin. Donc, c'est sûr qu'à la base, la partie historique, en tout cas, reconstitution n'était pas possible. Donc, c'est cette idée de repartir. Encore une fois, vous voyez, c'est pas de faire à la place d'eux, c'est de proposer d'autres espaces qui sont des espaces, encore une fois, de médiation, d'intermédiation même, ou de rencontres avec le public. Et quand je dis public, là, c'est bien sûr cette idée que le public devient finalement aussi à sa manière acteur non seulement de la valorisation du lieu, mais aussi d'une conscience patrimoniale qui peut se déployer à partir de ça. Donc c'est une autre modalité, encore une fois, pour travailler finalement le niveau de conscientisation, j'oserais dire. Alors c'est un des objectifs que je vais vous évoquer après. On aimerait bien aussi qu'à terme, avec les universités, on ait un accompagnement aussi d'observation sociologique sur la manière dont tout ça se construit. Donc en tout cas, ce jardin est en cours, il vient d'être fini, il n'y a pas longtemps. Alors il partait donc de ces textes. Alors on a pris les plus signifiants, bien sûr, que cette référence que Monet avait, Jean Monnet, bien sûr, dans ce jardin, parce qu'il y a un autre Monet. Alors, je ne sais pas si je peux le dire ici, mais c'est vrai qu'ils avaient une problématique sur site qui est assez révélatrice quand même. Sachant que Giverny, un autre Monet, alors qui n'a pas de zèle, lui, bien sûr, n'est pas très loin, en tout cas à vol d'oiseau, de ce site-là. Et donc, il y a régulièrement, apparemment, le public confond le site et cherche les nymphéas chez Jean Monnet, ce qu'il ne trouvera pas, évidemment. Mais en tout cas, l'idée, c'était de dire, mais il y a un jardin ici aussi. Alors, il est différent, il n'est pas d'un niveau d'intérêt d'histoire de l'art peut-être et d'intérêt même historique, patrimonial équivalent, mais qui a justement cette dimension anthropologique de ce rapport au jardin. Et comme finalement, alors on voit dans les textes de Monet, alors voilà une année que j'ai regagné cette maison au toit de chaume et au contrevent bleu, au pied de laquelle s'étend un grand jardin que prolongent les plaines ondulées de l'Île-de-France. Ensuite, c'est vraiment la solitude du sage, le retrait, alors qui est une vieille tradition européenne, évidemment, on pourrait parler de Montaigne, même des solitaires de Port-Royal et d'autres. Donc cette idée de cette retraite champêtre qui est un regard sur le monde, un regard, c'est vrai, plutôt pour ces personnalités politiques-là, qui est un petit peu ce qui se joue à Port-Royal autour d'Arnaud d'Andy notamment. Donc ce retrait du monde qui est une façon de regarder le monde et de livrer aussi un message. Voilà, donc c'est ce que fait Jean Monnet à sa manière, dans son époque évidemment. Et donc il revient aussi, alors bien sûr c'est pas un jardinier Jean Monnet. Il le dit très bien à la fin, je ne prétends donc pas être un connaisseur d'arbres, un observateur des oiseaux, ils sont le décor naturel de ma pensée, là est ma forme de poésie. Donc on est parti, bien sûr, de ça, de cette évocation du jardin qui est signifiante dans les mémoires de Monet. Il y en a d'autres. Et aussi, alors, bien sûr, ce sont des œuvres, même si l'artiste peintre Monet avait beaucoup de passion pour le motif végétal et le jardin, il y a des œuvres dans la maison Monet, donc de Sylvia Monet, donc celle-ci qui est très touchante d'ailleurs, qui a été faite juste au moment de la négociation de la fameuse CECA. C'est la fameuse communauté européenne du charbon et de l'acier, la toute première communauté européenne. Donc c'est Madame Monet qui peint un tableau, vous voyez, avec un pot, une pousse qui en attend de pousser. Voilà. Donc on a un lieu qui, bien sûr, réfléchit et qui parle d'Europe, en tout cas de la partie communauté européenne plus récente, mais qui se traduit aussi dans l'existence du jardin. Alors voilà comment on l'a situé, je vais assez vite là-dessus quand même, sachant qu'il y avait cet espace vert, même si au niveau arboré, paysager, il y a des choses intéressantes qui se passent, même si les perspectives sont en train de se fermer, avec bien sûr ces arbres symboliques plantés, notamment par Jacques Delors et d'autres personnalités européennes, donc qui fait qu'à un moment donné, forcément le paysage se referme. Mais on a un espace donc qui était indifférencié, qui était un jardin autrefois, avec donc un hémicycle qui avait été créé par un architecte grec il y a quelques années. Voilà, donc on a, avec bien sûr la demande et le lien avec les partenaires, envisagé ce jardin
donc qui est bien sûr un jardin mémoriel, donc d'un des pères fondateurs de l'Europe tel qu'il est présenté, voilà, même sur le lieu en lui-même de mémoire, et aussi une approche ethnobotanique, c'est-à-dire ce qu'on a appelé le Parlement des plantes européennes. C'est avec cette idée que les plantes, l'histoire même des plantes, on véhicule, comme je disais tout à l'heure, une partie de l'histoire collective, et on redécouvre des pans entiers. Alors on pourrait, des plans de l'histoire de la Renaissance, évidemment, des grandes circulations économiques, même militaires, et aussi de cette Europe des savants. C'est pour ça que j'avais un petit peu insisté tout à l'heure autour de Port-Royal, cette fameuse Europe des savants qui bien sûr échangeaient de façon transfrontalière leur savoir et leur représentation du monde. Donc on a ici eu un compromis qui est collectif, qui est en tout cas quelque chose qui est conçu. Alors encore une fois, c'est tout un travail qui n'est pas toujours évident de consultation, d'orientation pour arriver à quelque chose qui soit en respect avec la mémoire du lieu dans un espace interprétatif, encore une fois. Voilà, il y a des partenaires. Alors l'idée, c'est d'associer des partenaires scolaires, pédagogiques, des sociaux en insertion, et aussi des partenaires médicaux, thérapeutiques. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Vous voyez que ça évoque en fait la démarche de Port-Royal, puisque c'est l'inspiration en fait originelle, ce qui s'est passé à Port-Royal. Bien sûr, tous ces publics ne peuvent pas, et ces participants ne peuvent pas être forcément au même moment dans le jardin. Voilà, c'est tout savoir le moment de la contribution, de la participation, de la situer au bon moment. Voilà, quelques vues donc de ce qui s'est fait à Jean Monnet. Alors ça, c'est en cours, avec notamment des jardiniers du Trianon de Versailles qui sont venus, nos Italiens, puisqu'ils sont ils travaillent, ils font partie de nos renforts italiens qui nous ont aidés à avancer sur cette structuration avec une équipe associative de tous âges et tous horizons. Alors même si c'est vrai, c'est encore très localisé et dans ce on va dire ce secteur yvelinois, c'est vrai qu'il y a une aventure qui en tout cas collectivement nous amène en tout cas à vouloir continuer avec cette expérimentation-là. Alors ça, c'est le dispositif participatif tel qu'il a été conçu, vous voyez, avec ses étapes, donc la fameuse exploration du site, la promenade, l'in visu, l'in situ, de situer, vraiment à chaque fois de pouvoir rappeler des éléments de transmission sur cette histoire des jardins et de la relation paysagère en Europe, qui est quelque chose bien sûr de fondamental dans l'héritage culturel européen. Et à partir de là, rentrer dans une pratique de recherche, de documentation, par le texte et par l'image, pour aller vers une conception concertée. Alors on n'était que sur les parterres, parce que c'est vrai que sur Jean Monnet, la localisation centrale qui avait été voulue fait qu'on a dû quand même structurer des choses en amont tout de même. Même c'est pas forcément le cas le plus, j'allais dire, représentatif de la démarche Paradisos au final, où l'idée c'est de mettre en partage le plus de choses possibles avec les bons intervenants au bon niveau, qu'ils soient donc historiens de l'art, archéologues, paysagistes, jardiniers, donc que le niveau d'échange puisse se jouer à différents niveaux du processus. Voilà, donc là c'était les enfants de SECPA, donc de réorientation dans le collège. En tout cas, là c'est la classe horticole. Le travail donc encore une fois sur le terrain, le travail sur les textes et ensuite sur le parterre. Bien sûr, l'événementiel, une fois que le jardin est créé, il est inauguré et donc on nourrit bien sûr vis-à-vis du reste du public l'existant de ce jardin et l'expérience qu'il représente. Et donc voilà, on a eu, là c'est les deux temps forts, j'allais dire, de notre valorisation. Un temps en amont au mois de juin dernier, donc sur cette intimité du paysage culturel donc que permet le jardin. Et finalement, la Maison Monnet est très contente de ça, puisqu'ils ont découvert, et c'était notre but, pour tout vous avouer, que le jardin est un espace de médiation très intéressant, et la relation paysagère est un espace de médiation très intéressant pour la question européenne plus largement. La fête d'inauguration, alors elle qui est très récente, le 30 septembre dernier, qui s'est très bien passée. Ils ont eu leur record d'affluence sur le site de Jean Monnet lors de cet événement. Voilà, donc un certain nombre d'événements. Donc là, bien sûr, dans le cadre de l'année européenne du patrimoine culturel, les rendez-vous au jardin, les journées du patrimoine, les jardins ouverts de la région Île-de-France et le programme Cultivons notre jardin du parc naturel. On est bien sûr dans une logique événementielle ensuite, puisque le jardin, une fois qu'il est créé, mais vous le savez bien, c'est pas fini, un jardin, il faut l'entretenir et il faut aussi le renouveler. Et pour nous, l'entretien et le renouvellement du jardin se conçoit de manière participative. Donc on continue le travail. Donc c'est pour ça que c'est un travail à long cours qui nécessite partenariat étroit avec le site hôte. Donc dans ces espaces, encore une fois, qui sont des espaces strictement définis, le but c'est pas de prendre en charge la gestion
du site Jean Monnet. Si par la suite rentrer dans des programmes, si même pourquoi pas donner envie d'aller vers des programmes, c'est peut-être ce qui pourrait se passer à Jean Monnet. Voilà, c'est un espace particulier de convergence, de médiation qui vient apporter, j'allais dire, peut-être un plus sur certains programmes, beaucoup plus, bien sûr, en termes de budget, d'impact beaucoup plus important. Donc c'est la dimension participative, j'allais dire l'ancrage socio-écosystémique, éventuellement aussi, en tout cas la participation avec la population locale qui est permise par là. Et donc voilà, donc ça c'était lors de l'événement du 30 septembre avec voilà des personnes qui venaient. Alors il y a eu plusieurs événements, il y a eu tout un circuit d'événements à la fois un peu savants dans le fameux donc centre de séminaire là donc où se situait autrefois le grand jardin potager verger de Jean Monnet. Avec ici c'était bien sûr plus un jardin prairie fleurie apparemment, mais on a malheureusement moins d'éléments là-dessus. Et donc voilà cette réunion autour du jardin. Cet événement. Donc la situation, elle est centrale dans ce parc, avec les parterres tels qu'ils viennent d'être terminés. La synthèse plutôt en tout cas sur la partie jardins patrimoniaux, c'est bien sûr de développer, de poursuivre les expériences autour de ce dispositif participatif qui a sa spécificité, mais qui demande encore à être testé, amélioré, précisé. Hein. Et donc c'est un savoir-faire un protocole qui n'a pas été qui est encore en cours. Hein. Et donc approfondir aussi, comme je disais tout à l'heure, l'articulation avec la dimension recherche, en particulier en sociologie, pour observer comment finalement ce jardin, en particulier quand il est partagé de la sorte, comment est-ce qu'il est structurant des consciences collectives, comment est-ce qu'il peut être un accélérateur, pourquoi pas aussi, des consciences collectives. Alors bien sûr, c'était aussi le motif de ma présentation précédente, c'est parce que aussi, on voit bien qu'il y a quand même des grandes questions, des grands enjeux qui se posent de manière de plus en plus prégnante à notre époque, et donc peut-être le jardin, et on n'est pas les seuls à le dire évidemment, est un espace très intéressant de prise de conscience sur tout ça. Et donc explorer ce potentiel du jardin paysage, donc comme espace d'interdisciplinarité. Là c'est plutôt le chercheur en histoire et en sciences humaines qui parle. C'est vraiment comment, et c'est bien ce qui se passe dans l'histoire même du jardin, comment c'est un espace finalement, un point de contact entre les sciences humaines, en particulier, on voit bien par exemple, on a parlé des jardins botaniques tout à l'heure, mais il y a tout le volet du cabinet de curiosité qui va avec aussi. Donc ce rapport, bien sûr, là on est à la Renaissance, mais qui est un moteur en tout cas du questionnement scientifique sur le monde, qui s'est bien sûr ensuite au XVIIe siècle fixé autour d'une méthodologie qui est devenue scientifique, notamment par l'héritage classique. Donc voilà, comment est-ce que le jardin est un espace très intéressant de cette fameuse voire interdisciplinarité qui reste un enjeu fondamental de la recherche actuellement. Et donc là, aller plus loin aussi au niveau de la recherche. Et ensuite, développer les partages de savoir, d'expérience et de réseaux autour on dit pour l'instant de jardins citoyens au singulier, mais pourquoi pas au pluriel. Donc l'association Paradeisos espère continuer ces initiatives le plus longtemps et le plus loin possible. En tout cas, on est bien sûr au tout début d'une expérience que je prends le risque de vous présenter aujourd'hui, et en espérant qu'on puisse continuer encore d'autres expériences et d'autres lieux ailleurs. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.